Moi, c'est Jean-Luc. Juste comme on parlait de colons, j'aimerais faire remarquer qu'on est ici sur des terres volées, qui sont celles de la nation Kanien'kehá:ka ou contestées aussi de la nation algonquine, dont les territoires jouxtes, en tout cas, étaient aussi celui qu'on habite présentement et sur lequel on se trouve. Rapidement, ce que je vais essayer de faire, c'est une courte introduction à ce qu'on appelle l'économie biophysique. C'est peut-être un concept dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est un type d'économie qui est très impopulaire dans les écoles de commerce et autres hauts lieux d'enseignement de l'économie. L'idée de présenter ça, c'est pour montrer l'impact du pétrole, des hydrocarbures, comme déterminant social, comment notre société a été façonnée par ça et comment la sortie de ce monde-là et donc l'opposition, la possibilité d'arrêter ces projets dépend d'une capacité de rupture quand même assez importante. Et je vais aussi, à travers ça, bombarder de chiffres un peu sur ce qui est l'état du pétrole, de sa production et un peu le pourquoi de ce qu'on est en train de faire au Canada avec les nombreux projets de pipeline, les nombreux projets d'exportation et de transport par train et l'augmentation mentionnée par Maxence tout à l'heure de 28 000 des transports par rail, que j'essaierai d'expliquer un petit peu à travers cette perspective-là. En gros, l'économie biophysique, c'est de penser l'économie non plus en termes strictement de flux de capitaux ou de prise de valeur sur le travail des autres et tout ça, mais de le penser principalement en termes de flux de matière et d'énergie. En gros, le père de cette discipline-là, c'est un économiste roumain qui s'appelle Georgescu Roegen, qui est quelqu'un qui est justement honni et maudit de la plupart des départements d'économie parce qu'il amène un angle complètement opposé à l'économie. C'est une discipline économique qui s'inspire principalement des lois de la physique, particulièrement celle de la thermodynamique, et qui donc s'intéresse au principe d'entropie. Étant pas physicien moi-même, l'entropie, c'est cette idée-là de la force à l'intérieur d'un système fermé qui fait tendre à l'équilibre, qui fait retourner l'équilibre étant plutôt l'espèce d'état de désordre, qui fait que, disons, deux températures diamétralement opposées vont tendre à en devenir une seule et même. Et donc, c'est un truc qui est toujours mesurable dans n'importe quel système physique fermé. Et cette idée-là de l'entropie et de l'appliquer à des systèmes complexes, y compris des organisations humaines, c'est quelque chose qui a été depuis pas mal exploré. Et en gros, l'entropie, c'est l'espèce de facteur d'usure, l'espèce de tendance qui mène au chaos, qui fait que bon, le ménage, il faut le faire, le désordre, il se fait tout seul. C'est un peu ce qui arrive, et c'est donc ce qu'on voit à l'intérieur entre autres, de n'importe quel système d'organisation humaine, spécialement des systèmes qui consomment ou produisent de l'énergie. Les autres idées qui ont contribué à ça, c'est aussi des idées venues de la biologie, dont entre autres ce qu'on appelle la loi de Liebig, qui est une loi en botanique, qui est apparue en botanique, qui s'applique aussi aux animaux. Cette idée-là que dans tout système, la croissance va être limitée par l'élément le plus manquant. Par exemple, si vous avez eu beaucoup de vitamines, mais vous n'avez pas eu de protéines en grandissant, bien, les vitamines de plus ne vous auront pas fait grandir au-delà de la quantité de protéines qui vous manque. Donc, c'est une façon de voir le monde qui a entre autres mené à des calculs, mené à certaines études. Je pense que Yves-Marie va nous parler tout à l'heure de Limit to Growth, un petit peu l'étude du MIT et du Club de Rome, qui est une des choses qui a lancé ces perspectives-là dans la discipline en appliquant justement l'utilisation d'ordinateurs pour modéliser comment les ressources, leur exploitation assez vorace, peut mener à justement des pénuries et comment on vit dans un monde où plusieurs de ces limites-là sont rencontrées maintenant. On le voit avec le développement d'hydrocarbures extrêmes qui sont de plus en plus nombreux avec les conséquences qu'on connaît. Et on a présentement l'exemple, entre autres, de la Californie qui est pourtant en train de devenir qui est une des sources de nourriture très importante, qui est en proie à une deuxième année de sécheresse assez grave. Et concernant le pétrole, dans l'état actuel du monde, la consommation et la production de pétrole, on parle d'environ 92 millions de barils par jour. C'est ce que le monde consomme en pétrole. Un baril étant, imaginez un gros baril, là, ce qu'on appelle un 50 gallons communément. Là. Si vous êtes dans le système métrique, ça représente 200 litres. C'est 92 millions de barils comme ça tous les jours qui sont nécessaires au fonctionnement de notre société, au fonctionnement de notre mode de vie.
En réalité, cette quantité de pétrole-là, il y a probablement environ 76 millions de ces barils qui sont du vrai pétrole, au sens conventionnel, comme Alain le mentionnait, ce pétrole qui était au départ assez facile à exploiter, ce pétrole-là qui avait un retour sur l'investissement en énergie intéressant. Ça, c'est une notion assez importante au niveau des gens qui s'intéressent aux pics pétroliers et de l'économie biophysique, c'est la notion du retour sur l'investissement en énergie. Alors que le pétrole nous est présenté dans le discours politique et économique dominant comme quelque chose qui a un prix en dollars, de dire « Ah oui, on a tant de réserves de pétrole à 100 $ le baril ou à 150 $. Une des manières de le penser et de l'analyser, c'est l'idée d'un retour sur l'investissement en énergie. Donc, traditionnellement, du pétrole, si on dépensait un baril à forer, on avait 50 barils environ en retour. Parfois même jusqu'à 100. Dans la péninsule arabique, des pays comme l'Irak, des pays comme l'Arabie saoudite avaient un ratio à peu près comparable à ça. Maintenant, le ratio dans le pétrole conventionnel se situe aux alentours de 15 à 20 barils en retour d'un baril qui est dépensé à forer. Dans le cadre du pétrole non conventionnel, des sables bitumineux, on parle d'un ratio allant de 2,5 à 7 de retour sur l'énergie. Et c'est donc là que se situe le développement d'hydrocarbures extrêmes actuels. Et justement, ce pétrole-là, non seulement, c'est ça, il y a un plus faible retour en énergie, entre autres dans la mesure où il doit utiliser beaucoup de gaz naturel pour pouvoir le produire, spécialement dans le cadre des processus qui sont appelés in situ ou bien le Steam Assisted Gravity Drainage. Parce que présentement, 80% des projets de sable bitumineux fonctionnent comme ça, avec des systèmes où des grosses tubulures de métal sont installées sous le sol et on pousse avec la vapeur le bitume qui est récupéré ensuite grâce à ce processus-là. Et donc, c'est un processus qui prend énormément de gaz naturel, au point que pendant longtemps, une firme comme Exxon ne voulait pas considérer les réserves de sable bitumineux canadien en disant que ce n'était pas des réserves de pétrole en soi, parce que ça reposait sur une transformation massive de gaz naturel. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi la production de gaz naturel sous la forme de gaz de schiste se développe beaucoup dans l'Est américain, parce que la production de gazière dans l'Ouest va massivement maintenant au projet de sable bitumineux et sont massivement absorbés par cette production-là. Une des raisons pourquoi ce pétrole-là est l'objet d'un transport grandissant, et dans la mesure où ce n'est pas tout à fait du pétrole, ce qu'on va transporter à partir de l'Alberta vers le Québec, ce qu'on appelle du brut synthétique, c'est en fait un mélange d'un bitume, donc d'un solide visqueux, qui est mélangé avec des diluants pour pouvoir le transporter en pipeline. Ces diluants-là, c'est des liquides de gaz naturel et, entre autres, on doit donc transporter à la fois le gaz naturel nécessaire à l'extraction et aussi ces liquides de gaz naturel-là sur le site pour ensuite le mélanger avec le bitume qui, lui, serait trop visqueux pour être déplacé autant dans des trains que dans des pipelines. Et ensuite, une des choses qu'on voit très peu commentées, qu'on ne voit pas les journalistes des médias de masse documenter, c'est le fait que ces diluants-là, qui représentent entre 25 et 50% du volume des envois dans les pipelines et dans les trains, retournent généralement d'où il vient. C'est une espèce de mesure de recyclage parce que c'est un produit qui n'est pas utile pour les raffineries et qui, dans ce cas-là, ne sera pas utilisé et donc qui est retourné. C'est une des raisons, entre autres, pourquoi augmenter le nombre de pipelines ne réduit pas le nombre de trains, parce que souvent, ces produits diluants-là, le pipeline circule seulement d'un côté et il est donc nécessaire de retourner les diluants vers leur source d'origine pour les réenvoyer. Dans le cas des exportations qui se font déjà par bateau, il y a eu un bateau qui est parti de Sorel cet automne, et des futurs bateaux qui seront approvisionnés par train à Belle-Dune, ou ceux qui seront approvisionnés dans l'éventuel terminal d'énergie Est de TransCanada, bien, ce diluant-là va rester probablement sur les marchés d'exportation là où il va se trouver, puis va être peut-être utilisé en petite quantité, mais va devenir éventuellement un déchet industriel. Juste pour compléter, situer un peu le Canada, ce qu'on représente, quel rôle on a dans l'industrie pétrolière actuelle. Le Canada est 5e producteur mondial environ, à peu près ex aequo avec le 4e, qui étonnamment se trouve à être la Chine. Les gens ne perçoivent pas la Chine comme un important producteur de pétrole,
Mais dans l'état actuel, les États-Unis se targuent d'être le premier producteur de pétrole, mais c'est entre autres en incluant toutes sortes de pétrole douteux, des hydrocarbures un peu trop légers issus de la fracturation hydraulique. Ça inclut aussi des biocarburants qui, dans certains cas, ont un ratio de retour sur l'énergie négatif, mais qui sont des carburants liquides quand même. Et les Américains incluent aussi ce qu'ils appellent les gains de raffinage, qui sont une expansion de volume quand on raffine le pétrole. Donc, c'est ce qui leur permet de se vanter de produire un peu plus que l'Arabie Saoudite. Donc, il y a 12 millions de barils qui sont produits aux États-Unis, 11 millions en Arabie Saoudite. La Russie, dont la production est plafonnée, se tient autour de 10 millions. Ensuite, on a 4 millions de barils pour la Chine et 4 millions pour le Canada. C'est une production importante, mais avec ces 4 millions de barils, le Canada est quand même un assez petit exportateur. On se trouve seulement au 10e rang en termes d'exportation totale, et en fait autour du 14e rang lorsqu'on parle d'exportation nette. Parce que le Canada exporte du pétrole et en importe aussi en même temps. C'était le cas d'ailleurs de ce qui a explosé à Lac-Mégantic, c'était du soi-disant pétrole de schiste issu du Dakota du Nord. Donc, il en rentre au Canada, il en sort du Canada. Donc, le Canada est somme toute un assez petit exportateur net au niveau du monde. D'ailleurs, c'est à peu près comparable à la Libye au niveau des exportations, qui est un tout petit pays de même pas 10 millions d'habitants. Donc, ce qu'on peut dire du pétrole actuellement, produit un peu partout dans le monde, que ce soit le pétrole conventionnel ou non conventionnel, c'est que, puis c'est un peu pour prouver l'idée du pic pétrolier, c'est-à-dire on n'arrive pas à une panne sèche, mais le pétrole qu'on continue à produire a des externalités toujours grandissantes et un coût toujours grandissant. Donc, le pétrole qui est consommé à l'heure actuelle, comparé à celui de l'année passée, bien, bien que le prix ait en partie baissé par les fluctuations des marchés, par des questions de politique monétaire américaine et par l'affaiblissement de la demande en Europe pour cause d'austérité, mais ce pétrole-là est produit par des puits de pétrole qui produisent chacun toujours moins de pétrole qu'avant. Ce pétrole-là requiert plus d'eau, requiert plus de transport, est plus intensif en capital, est plus intensif en main-d'œuvre, et donc est parti d'un processus justement d'une externalisation des risques et des coûts. Et c'est un peu ce à quoi on nous condamne avec les projets de pipeline, c'est-à-dire une prise de risque d'avoir des pipelines importants qui passent dans des écosystèmes extrêmement sensibles, comme la vallée du Saint-Laurent, avec le projet de TransCanada Énergie Est. Ce dont on parle ici, c'est un pipeline géant qui serait un des 3 ou 4 plus importants au monde. Il y a seulement des pipelines dans le Caucase qui ont des capacités supérieures, et aussi la beauté, dans ce cas-là, des économies de bout de chandelle nécessaires devant ce pétrole-là, difficile à extraire maintenant, l'utilisation d'une portion recyclée importante, toute la portion venant de l'Alberta jusqu'en Ontario. C'est un ancien pipeline de gaz naturel qui sera converti. Des conversions ont déjà été faites à différents endroits, mais jamais sur des conduits d'une telle ampleur, parce qu'on est en train de parler d'un pipeline géant. Et pour clore la question, à se dire dans quelle mesure tout ça repose sur peut-être une volonté soit idéologique ou bien strictement de mauvais choix, parce que pour certaines personnes, d'autres modes d'énergie pourraient substituer tout ça. Juste donner un exemple, puis justement dans une conception biophysique de l'économie, de notre mode de vie. En gros, on calcule que les êtres humains vivant dans des pays développés ont l'équivalent de 10 esclaves chacun, sous forme de différentes énergies, que ce soit l'électricité ou les hydrocarbures. Il y a aussi un physicien américain qui, comparant différents animaux, a étudié la puissance nécessaire aux différents types d'organismes. Et un être humain occidental moderne a besoin d'environ 10 000 watts. On parle, disons, presque le milliard de l'humanité le plus ayant le mode de vie le plus élevé, duquel on fait à peu près tous partie. Bien ça, à 10 000 watts, ça se compare à la baleine bleue. Alors qu'un être humain sous la forme d'un chasseur-cueilleur ou d'un agriculteur de subsistance, ça nécessiterait une puissance en permanence d'environ 350 à 400 watts. Donc, notre mode de vie nous en est très loin de ce qu'on est comme animal, de ce qu'on est comme dans notre possibilité d'un rapport au monde. Et une autre image, moi, qui me frappe beaucoup, c'est presque difficile à croire, puis ça a été calculé, c'est qu'un avion rempli de touristes partant de Los Angeles, un Boeing 747, allant visiter les grandes pyramides de Gizeh,
utilise une quantité d'énergie supérieure à celle qui a été nécessaire à la construction des pyramides. Et c'est une façon de voir comment l'énergie, à travers la facilité, à travers toute la densité d'énergie qu'il y a dans le pétrole, comment notre monde a été façonné, comment nos choix, comment tout l'ensemble de ce mode de vie-là a été complètement construit et défini par le pétrole, et qui est donc, selon moi, en partie absurde d'envisager de remplacer un pour un, de penser un monde qui serait post-pétrole, mais à partir des structures, des institutions et des modes de vie qui nous sont légués par le pétrole. Merci.